moi j'ai vu tout, mais en fait, je vais être plus court. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de parler. Je vous annonce simplement une chose, parce qu'on aura besoin de vous pour la bonne raison, pour le combat que vous menez pour la paix et tout ça. Nous essayons de mener aussi un combat. Nous allons vous annoncer peut-être bientôt quelque chose qui est historique, qui n'a jamais eu lieu en Afghanistan, et c'était un vide qui a engendré tous ces problèmes-là. Donc la création d'un grand mouvement où on a réuni beaucoup de grands autres mouvements autour d'une table qui sont tous d'accord pour travailler ensemble pour l'établissement de la paix et des droits de l'homme et du respect des droits de l'homme en Afghanistan. Et là, on aura besoin de vous et j'espère qu'on pourra compter sur vous et le temps arrivera, on vous le fera savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous ne sommes pas hommes de combat, nous sommes hommes d'analyse. Voilà. J'ai beaucoup apprécié d'abord le témoignage du docteur. C'était très, très intéressant, passionnant et riche d'enseignements. Et la dernière intervention aussi, je voudrais dire que je vous avais abordé là un thème qui est tout à fait sérieux et qui est dramatique, je pense, pour la France, effectivement. La question du soi-disant grand remplacement, ce fantasme qu'est le grand remplacement et qui est agité par tel ou tel parti politique. Mais je dirais qu'il n'y a pas de miracle. En fait, ça s'inscrit dans un grand bouleversement idéologique de la France et des pays européens, dans l'idéologie occidentale, telle qu'elle évolue, disons, depuis plusieurs années. Ça fait partie du bouleversement du monde. Tous les pays qui sont amenés à choisir leur camp, et donc toutes les forces dans chacun de ces pays à choisir leur camp. Je pense que pour la France, il y a eu une mutation quand même dramatique dans les dernières... Tout le monde se réclame la diplomatie du général de Gaulle et au général de Gaulle, etc. Même les gens qui ne l'étaient pas. Moins ils étaient gaullistes, plus ils se réclament souvent du gaullisme. Mais c'est vrai qu'il y avait du bon parce qu'il y avait une certaine unanimité autour de lui, qu'on pouvait lui... Mais il y a eu, je crois, après Jacques Chirac, des présidents ont assuré la continuité, mais il y a eu 3 présidents, les derniers en date, qui ont eu une influence catastrophique un petit peu sur l'évolution idéologique de la France et à savoir, pour ne pas les nommer, M. Sarkozy, François Hollande et M. Macron, évidemment. Donc les 3. Et chacun, dans son domaine, finalement, il y en a un qui a établi la notion des 3 critères qui font l'abaissement de la France et la démolition, en quelque sorte, la ruine intellectuelle et idéologique de la France. C'est d'abord la question comment on appelle ça le retour au bercail atlantique, cette expression qui a été utilisée avec beaucoup d'assurance et de contentement de M. Sarkozy. Le retour au bercail atlantique, bon, ça c'est une chose. Après, le deuxième concept, c'était la substitution à la souveraineté française dont on ne voulait plus en réaction à la politique gaulienne, la souveraineté européenne à sa place, qui était une catastrophe puisque ça supprimait l'indépendance nationale d'un seul trait de plume. Et troisièmement, encore poursuivant dans la même voie, disons la préférence donnée au couple franco-allemand, cette espèce de couple mythique qui est instauré une espèce d'union, disons au-delà de tous les problèmes entre les deux pays qui étaient censés mener l'Union européenne. Je crois que ces 3 concepts ont été à la fois intégrés dans l'idéologie et adoptée d'une façon ou d'une autre, soit pour s'y rattacher, soit pour la combattre, disons, par l'ensemble du corps politique français. Elle a été considérée comme indiscutable. Alors, je crois que là-dedans, le grand remplacement, ça a été un peu l'alibi de plein de partis, notamment les partis d'extrême droite, même d'autres partis. Disons, le fantasme de l'immigration, et notamment de l'immigration musulmane, je crois que ça a servi, malheureusement, de centre d'idées centrales pour rassembler tous les contestataires et en faire les artisans numéro 1, de faire des immigrants, notamment arabo-musulmans, une espèce de bouc émissaire de tous les malheurs de la France. Et ça, je pense qu'on aura du mal, que ça fait partie, c'est inscrit maintenant dans l'idéologie nationale. Alors, je crois que
c'est très difficile à combattre parce que bon, il y a non seulement des partis entiers, mais c'est que dans les opinions publiques, c'est malheureusement un thème qui prend relativement bien à droite comme à gauche, parce que tout ceci, l'unification idéologique a abouti à une espèce de nivellement entre la droite et la gauche. Il n'y a plus de droite ni de gauche, et donc finalement, il n'y a plus que cette espèce de bouillie idéologique, et notamment le grand remplacement qui sert de ça, c'est une cause populaire qui tient. Alors ça s'accompagne, par exemple, on le voit dans plein de problèmes, mais notamment dans l'un des problèmes sur lesquels on a beaucoup parlé ce soir, donc le conflit entre la fameuse guerre entre Israël et le Hamas. Donc je pense qu'il y a ce fantasme qui joue et qui donne de la force à l'une des deux pulsions dans la politique française. Et c'est pour ça que je pense que c'est un drame, effectivement, c'est un drame, disons, parce que le fait qu'il y ait c'est pas d'hier que la France est un pays d'immigration. La France est un grand pays d'immigration qui ne l'a jamais reconnu comme tel. Nos ancêtres les Gaulois, bon c'est vieux tout ça, même nos ancêtres les Romains, nos ancêtres les Francs, on a plein d'ancêtres comme ça, mais de ça on ne veut en reconnaître que certains et en refuser les autres, notamment les plus récents, notamment les immigrés arabo-musulmans. Ça je pense que c'est vraiment une faute de stratégie politique et de perspective politique. Ça en dit long sur l'abaissement de la France et son manque d'ambition pour l'avenir, je crois. Mais ça c'est peut-être pas... je crois que ce qui est encourageant par contre, dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, parce que c'est ça le véritable conflit, je pense que par contre, ce qui est extrêmement encourageant, c'est ce grand mouvement de solidarité envers le peuple palestinien. Ça c'est une grande première, et ça brise un peu l'unanimité géologique, y compris l'idéologie du grand remplacement. Elle en prend un bon vieux méchant coup dans le cadre de ces manifestations-là. Et je crois que c'est tout à fait... Voilà. Merci je m'excuse d'avoir... Merci beaucoup. Merci bien. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur le Ministre? Oui, si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais dire un mot pour compenser un peu les propos que je crois pessimistes de mon ami l'ambassadeur Rimbaud. Il n'y a pas un manque d'ambition ou manque de croyance dans la jeunesse française. Il y a une angoisse plus forte qu'à d'autres époques parce que le chômage est important, parce que des lois ont été discutées qui choquent. Mais il faut bien voir que le grand remplacement, il est sans aucun fondement réel. Les données statistiques sur les données démographiques de la France montrent qu'il n'y a pas de perspective de voir un grand remplacement à vue humaine, à long terme. Monsieur le professeur Lebras, qui est un grand démographe, a publié des articles, des livres, petits livres de vulgarisation, gros livres, depuis longtemps, depuis des années, depuis des lustres. Malgré ça, le thème du Front National sur le grand remplacement marche un peu, il marche un peu auprès de certains, mais il y a beaucoup d'envie, parce qu'il y a cette nouveauté de la France post-coloniale, à savoir qu'une grande partie des colonisés, alors certains vont dire, viennent nous coloniser à leur tour. Mais il n'y a pas la crainte du grand remplacement, c'est jouer sur un fantasme qui correspond à quelque chose qui est utilisé par des forces de droite et même d'extrême droite, mais qui n'a aucune réalité. J'ai connu des problèmes de population dans des territoires coloniaux, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, la France coloniale a voulu organiser un grand remplacement. C'était une politique de peuplement. Et elle a presque réussi, puisqu'il y a eu des massacres à la fin du 19e siècle. Mais ça n'a pas marché parce que c'est très compliqué de faire un grand remplacement. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que la notion de peur d'hier, etc., correspond à quelque chose de très précis, c'est que la France était une grande puissance coloniale. Quand j'étais enfant, dans les lycées, il y avait l'alliance, on était prié d'adhérer à la Ligue coloniale. Bon. Il se trouve que moi, quand j'étais enfant, j'étais à l'école en Algérie, parce que mon père était professeur à Alger, en 40, et j'ai fait mes études à l'école de la banlieue d'Alger, en 40, 41, 42, 43, 44. J'ai appris à lire, à écrire, à compter, à parler en Algérie, dans des classes où il y avait
un mélange extrême d'arabe, de kabyle, d'italien, de français, d'espagnol, bon, etc. Et par conséquent, moi, le racisme, je l'ai connu petit, enfant. Et pourquoi? Parce que l'Algérie était une situation coloniale incroyable, qui a été créée par une minorité, mais par une action militaire très forte. Il ne faut pas oublier que la conquête de l'Algérie a été conduite en grande partie par les militaires, les officiers de l'armée de Napoléon qui avaient fait la guerre en Espagne. Bugeaud et tous ses collègues ont appris à faire la guerre, à brûler les maisons, à torturer, à piller, à assassiner en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Pourquoi est-ce que les Espagnols, surtout une partie de l'Espagne, avaient un peu de grand cœur contre les Français? Parce que les Français, c'est le dos de maillot. Bon, et donc cette situation dans l'Algérie était quelque chose d'incroyable. Quand moi-même, petit garçon à l'école, je voyais comment parlaient certains de mes camarades de classe qui étaient d'origine espagnole ou italien ou breton, etc., parlaient des bougnoules, des ratons, etc. J'étais choqué quand les parents parlaient comme ça. Mes parents, eux, m'expliquaient que c'était mal, qu'ils avaient tort, que c'était idiot, etc. Mais la réalité coloniale de la France a été quelque chose d'incroyable. Pourquoi est-ce que tellement de policiers ont pris des habitudes mauvaises? Parce qu'ils ont été formés à considérer tout visage un peu basané comme un suspect. Pourquoi ils ont tellement eu raison de s'introduire là-dedans? C'est parce que quand on est du côté de la gare du Nord, qu'on est policier, et qu'on voit un jeune garçon qui traînaille et qui a l'air un peu basonné, si on l'interpelle pour un contrôle d'identité, il y a beaucoup plus de chances de trouver du shit sur lui que si on fait ça boulevard Saint-Germain au croisement du boulevard Saint-Michel. Par conséquent, l'abus de contrôle d'identité a été une catastrophe. Et la tentative d'essayer de mettre en place, que j'ai essayé, d'autres aussi n'ont pas réussi à ça, à savoir le récépissé qui est donné dans certains pays européens, où quand on contrôle l'identité de quelqu'un, on doit lui donner un récépissé avec le numéro, l'ordre, le numéro du policier n'a jamais abouti. Donc, mais tout ça, effectivement, ça s'est développé sur la base de quoi? D'un Front National qui est lui-même né à partir d'une expérience coloniale. Il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen, avec qui je me suis battu, comme mes copains de l'UNEF, à côté de la faculté de droit, dans la rue Soufflot, dans les années 60, on se battait physiquement avec quoi? Avec quelqu'un qui avait été volontaire pour être lieutenant de l'Algérie, qui s'est vanté d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Et que quand on était, nous, pour l'indépendance de l'Algérie, on était des mauvais Français, on était l'anti-France, on était arrêtés, on était parfois maltraités, pas beaucoup, parce qu'à l'époque, les policiers n'avaient pas encore l'expérience de matraquer, etc. Mais c'est une période terrible de l'histoire de France que cette décolonisation. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un moment, il y a eu 5000, qu'est-ce que je dis 5000 500 000 garçons du contingent en permanence en Algérie. Il y avait 1 million de pieds noirs, mais il y avait 500 000 garçons du contingent. 500 000 garçons du contingent qui faisaient 2 ans comme moi, 2 ans et demi de service militaire. Et par conséquent, cette espèce de retournement extrême, à mon avis, il n'est pas profond dans la jeunesse française. Il est chez les vieux. Il est chez les gens qui ont l'habitude d'avoir une France qui était la France éternelle, etc. Mais la jeunesse française, elle est multicolore, elle est multiraciale, elle est multilingue, etc. Elle n'est pas fondamentalement raciste. Au contraire, elle est même antiraciste, les manifestations des jeunes contre des lois qui ont été combattues. Donc, faut pas être ni pessimiste. J'ai bien parlé de fantasme, hein, que j'ai pas parlé de, j'ai jamais dit que j'aimais ça et que ça. Oui, mais je pense qu'il faut bien voir que on est deuxièmement, l'histoire de France depuis maintenant un siècle, c'est des grands mouvements droite-gauche, 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 et c'est un peu comme les cycles de la nature, hélas. Quand une génération, un groupe, une tranche d'âge arrive à prendre des responsabilités, ça s'est produit à certains moments dans l'histoire récente, dans le 19e siècle. Au début, après la guerre de 14, il y a eu le Front populaire. Ensuite, à la Libération, il ne faut pas oublier qu'à la Libération, il y a eu des alliances de gauche qui étaient la mise en application en loi française du programme du Conseil national de la résistance. Qu'est-ce que c'était que le programme du Conseil national de la résistance? C'était un programme démocratique et de gauche qui a été mis en aiguille, la sécurité sociale, la nationalisation des banques, etc. Et ces phénomènes cycliques, j'ai connu les bas, les hauts, les bas. Et les hauts, ils arrivent, ils se préparent. Bien sûr qu'ils se préparent. Ils se préparent où? Dans les écoles, dans les lycées. Parce que les jeunes ne croient absolument pas au racisme. Ils y croient encore moins que nous. Parce qu'ils sont dans des écoles qui sont mixtes à tout point de vue.
D'abord parce qu'il y a des filles et des garçons, de grandes nouveautés. À l'époque, on n'imaginait même pas qu'on pouvait rencontrer une fille à l'école. Bon. Ensuite, parce qu'il y en a d'un peu de toutes les couleurs. Et ensuite, parce que parmi les enfants, les collègues étrangers, il y en a beaucoup qui n'ont pas de complexe d'infériorité. Ils n'ont pas le complexe d'infériorité parce qu'ils sont très bons en maths. Moi, quand j'étais au lycée, en mathématiques, le crack en mathématiques dans la classe, c'était que des Cambodgiens ou des Vietnamiens. C'était comme ça. Qui était premier en maths, c'était entre eux, c'était des Cambodgiens et des Vietnamiens. Vietnam, bon. Donc ils n'ont ni le complexe d'infériorité ni de supériorité vis-à-vis entre gosses, entre enfants. En plus, ça aussi, ça compte aussi beaucoup. C'est que la mixité de l'enseignement est une transformation révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle amène les garçons et les filles à se juger réciproquement, à se regarder, et pas uniquement les garçons enfermés entre eux dans des lycées. Donc on n'en a pas parlé ici, mais d'un point de vue, comment dire, d'éducation démocratique, la mixité est quelque chose de très important, sans oublier qu'à l'origine, non seulement l'enseignement n'était pas mixte, mais il n'y avait pas d'enseignement pour les filles. Créer l'enseignement pour les jeunes filles à la 19e siècle, c'est arrivé, l'enseignement secondaire, bien après les lois Jules Ferry, car un des drames de la France, c'est que Jules Ferry est à la fois un héros de l'école publique et une crapule du colonialisme. Bon, et une crapule, je me rappelle quand, enfin, peu importe. Donc, il ne faut pas être pessimiste, je ne dis pas qu'il faut être patient, mais il faut être méthodique, conscient que les choses sont lentes et que finalement, ça peut changer. Et alors, en effet, ça peut changer, ça va changer, c'est en train de changer. Mais ce qui est sûr, c'est que les circonstances politiques actuelles sur le plan mondial, c'est vrai, alors là, vous avez raison, elles ont un poids. Pourquoi? Parce qu'elles font douter les Français, pas d'eux-mêmes, mais elles font douter les Français de la paix dans le monde. Et il est sûr que, c'est pour ça que j'ai parlé de Gutiérrez tout à l'heure, quelle est l'autorité, quel est l'individu, la personnalité, ayant une autorité administrative, juridique, parce qu'il a été élu secrétaire général des Nations Unies il y a quelques années, il a même été reconduit une première fois, qui a pris la parole violemment, qui a eu la parole devant des chaînes mondiales de toutes les langues, etc., pour dire ce qui se passe à Gaza est un crime épouvantable. Lequel? Il y en a un. Il n'y en a pas deux, c'est le seul. À soi seul, je l'ai dit, mais ça a été repris après, à soi seul, il a sauvé, je dirais pas l'honneur, il a sauvé la fonction des Nations Unies. Et je pense que parmi les jeunes qui assistent, ils voient ça à la télévision, des destructions, etc., ce sont des conduites tellement incompréhensibles, tellement condamnables, tellement condamnées, tellement barbares, que je ne crois pas, moi, personnellement, que la fatalité de voir un gouvernement de Front National. On dit, ah oui, c'est comme en Italie. Mais en Italie, d'abord, il y a eu un régime fasciste pendant une génération, et ensuite, il y a eu des régimes gangrénés par la mafia, et ensuite, l'Italie a une situation qui n'a rien, une tradition politique qui n'a rien à voir avec la tradition française, puisque l'Italie était... D'abord, l'Italie n'existait pas pendant le 19e siècle. Il y avait des Italiens, il y avait des gens qui parlaient italien, il y avait, mais entre les Vénitiens et les Siciliens, il n'y avait aucun rapport. C'était des mondes complètement différents, alors que la France est un des rares pays au monde qui a une structure ancienne et qui correspond à une population diversifiée depuis le début. Évidemment, moi, mes grands-mères est alsacienne, l'autre est bretonne, et c'est comme ça. Donc je pense que grâce à vous, Monsieur Zeraoui, parce que je vais vous dire une chose, vous me regardiez un peu fixement pendant votre intervention. Si j'avais eu un chronomètre, j'ai vu que vous m'avez regardé à peu près pendant 70% de votre temps de parole. Bon. Oui, oui, vous étiez sûrement honoré. Moi, j'étais progressivement embarrassé d'être honoré comme ça. Parce que quand vous parlez comme vous avez parlé, vous avez témoigné de quelque chose dont peu de gens peuvent parler comme vous en avez parlé. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que parmi les immigrés venus d'Algérie à l'époque où j'étais enfant, ou juste après, dans les années 50-60, on a recruté des Marocains, des Algériens pour faire tourner les usines, pour faire du charbon, pour faire des voitures, etc. On n'a pas pensé qu'il était urgent de remplir les universités par votre frère et votre petite sœur. Bon, c'était quoi? C'était des travailleurs manuels, les plus mal logés, les plus mal payés, les plus mal soignés, etc. Donc c'est une époque qui est quand même complètement dépassée par quoi? C'est vrai, par une opinion qui est inquiète, à la campagne en particulier, dans des régions entières de France,
où on n'a pas vu un émigré depuis 30 ans. Et ils votent Le Pen à 75%. Pourquoi? De quoi ont-ils peur? Ils n'ont pas peur du grand remplacement. Ils ont peur d'une situation qui est liée directement, qui est liée à quoi? À une transformation profonde de l'agriculture française, qui s'est concentrée, centralisée, renforcée, et à tel point que maintenant il y a des régions de France où il n'y a plus un seul petit agriculteur. Bientôt, il n'y en aura plus du tout. Pourquoi? Parce que qui peut vivre avec 15 vaches? Moi, j'ai été député d'une région rurale j'ai été élu 7 fois député. À l'époque, 15 vaches laitières, c'était déjà pas trop mal. 23, c'était gros. 30 vaches laitières, c'est un sacré gros. Aujourd'hui, qui peut vivre avec 15 vaches laitières? Personne. Qui peut vivre avec 100 hectares? Personne. Il y a des exploitants qui ont 1000 hectares en gestion directe avec du personnel salarié. La structure profonde de la population paysanne française est tellement radicale et tellement puissante qu'elle inquiète. Et en plus, pour beaucoup de vieux agriculteurs, on en est connus, qu'est-ce qui se passe? Ils se voient mourir, ils se voient vieillir et mourir sans descendance. Qu'est-ce que c'est? Mais docteur, on vous écoutait, c'était passionnant. Qu'est-ce que c'est pour un agriculteur, avec tout ce que ça suppose de science, de savoir élever des vaches, le lait, il faut payer le lait après en fonction du lait, en fonction de ce qu'il paye. Mais on doit tenir compte de la qualité du lait, la bactériologique. Il y a 100 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est devenu... Bon, qu'est-ce que c'est cette agriculture qui disparaît? Et ces gens qui vieillissent dans leur ancienne ferme, etc. Et leur ferme, ils la vendent, ça devient une résistance secondaire pour des Suisses ou pour des Anglais dans la région de Bordeaux, etc. Qu'est-ce qu'ils voient disparaître? Toute leur vie, toute leur existence, leur culture. Ils ne transmettront jamais à personne comment on soigne les chèvres, ou les vaches, ou les lapins, ou les poulets. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus. Et ça, c'est quelque chose qui est, paradoxalement, un terrain de recrutement pour le Front National. Mais le Front National n'est pas une fatalité. On l'a battu, on peut le rebattre, c'est pas nous qui le ferons parce que faut plutôt compter pour se battre et pour faire des victoires politiques sur les gens qui ont, disons, qui ont au moins 20 ans de carrière politique devant eux. Bon. Pendant combien de temps est-ce qu'on est sûr d'avoir 20 ans de carrière politique? Assez longtemps, mais ça commence dès 20 ans, 30 ans, 40 ans, là on commence à devenir vieux. À 50 ans, eh bien, ces gens-là, ils existent, ces jeunes, ils existent. Il ne faut pas être catastrophiste. Je pense que ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire de France se reproduira, et ça se reproduira, y compris avec des beurs, des petits beurs qui sont devenus des responsables. Moi, je connais le Parti socialiste comme ma poche, mais il y a partout des jeunes beurs, des jeunes beurettes, etc. Il y en avait 0 il y a 30 ans. Il y en avait 3, 5, on les comptait sur les doigts. La marche des beurs, je m'en souviens très bien. Donc il y a un changement profond de la France qui n'est pas à sens unique. C'est un changement qui n'est pas, à mon avis... Alors j'espère avoir un peu remonté le moral de mon ami. Merci beaucoup. Comment? Parce Merci que comme beaucoup. ça, on allait tous... Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.